bâtirons dans le bonheur. Chers citoyens, le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix, l'amour, la liberté, notre devoir sera de la grande terre, de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unie dans la voie du ciel, la patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. La patrie de la reine fraternité. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers auditeurs, bonjour chères auditrices, bonjour à tous les élèves de la classe éclaireur Pro Vérité. Bienvenue en ce 11 janvier 2025 sur la plateforme éclaireur Pro Vérité, là où nous cherchons à convaincre sans chercher à vaincre. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous avons 3 sujets. Le troisième sujet est un sujet qui a été tiré du journal l'avenir.ci. On va encore parler de quelques détails du propos du président de la République en ce qui concerne la présidentielle de 2025. Le deuxième sujet est un sujet de société qui est tiré du journal lebanco.net. Et le premier sujet est un sujet aussi social, mais sécuritaire, qui concerne presque toute l'Afrique. Et il a pour titre « Classement des pays africains où la police est très corrompue ». Donc ici, on va vous citer dans les pays quelles sont les polices qui sont les plus corrompues. Dans son rapport sur le professionnalisme des forces de police en Afrique, Afrobarometer a mis en lumière les pays où la corruption policière est particulièrement répandue. Donc, comme je le disais, l'article a été tiré de Africa News, mais l'institut qui a fait cette étude pour voir quels sont les pays où les policiers sont les plus corrompus, l'institut qui a fait ce travail s'appelle Afrobarometer. Et donc, l'objectif de leur étude, c'est de montrer quels sont les pays où les policiers font le plus de la corruption. Ce constat repose sur une enquête approfondie réalisée auprès des populations locales. Et donc, c'est avec l'aide des populations, les questions qu'on a posées aux populations et l'impression que les populations ont donnée sur la base de ce qui est réel, qu'ils ont mené donc cette enquête. Elle a permis d'établir un classement des 10 pays africains où la corruption au sein des forces de police est la plus préoccupante. Donc, grâce à cette enquête, on va vous donner la liste des 10 pays où la police est le plus corrompue, où les policiers pratiquent beaucoup la corruption. En Afrique, la corruption constitue un obstacle majeur au bon fonctionnement des services publics et la police, par sa proximité avec les citoyens, est souvent en première ligne de ce fléau. La police est proche des populations. Malheureusement, la corruption est une réalité dans notre société, sinon dans nos sociétés en Afrique, comme partout dans le monde. La corruption finit par devenir un danger qui gâte la qualité, qui détruit la qualité même des services de l'État et qui détruit la confiance entre les populations et les institutions qui devraient les protéger, ou bien même les institutions qui devraient incarner la moralité publique. Des institutions en qui tout le monde devrait avoir confiance finissent par perdre leur crédibilité, par perdre la confiance que les populations ont en elles. Le classement repose sur des scores obtenus par chaque pays, les scores les plus bas indiquant la corruption élevée. Donc, quand on fait le classement des pays où la police est la plus corrompue, plus le chiffre qu'on va donner est petit, ça veut dire que le niveau de la corruption est très très élevé. Le niveau de la corruption est très grand dans ce pays.
Le Libéria se classe en tête de cette liste avec un score alarmant de 26%. Il est suivi de l'Ouganda avec un chiffre de 33%, le Congo-Brazzaville 34%, le Nigeria 35% et la Sierra Leone 39%. Ils disent donc, quand on fait le classement en Afrique, le premier pays où la police est le plus corrompue, c'est le Libéria. Le Libéria est le premier pays en Afrique où la police est le plus corrompue. Et le Libéria a un score de 26%. Le deuxième pays où la police est la plus corrompue, c'est l'Ouganda, avec un score de 33%. Le troisième pays, c'est le Congo-Brazzaville, avec un score de 34%. Le quatrième pays, c'est le Nigeria, avec un score de 35%. Le cinquième pays, c'est la Sierra Leone, avec un score de 39%. Le sixième pays où la police est la plus corrompue, c'est la Guinée, avec un score de 41%. Le septième pays en Afrique où la police est la plus corrompue, c'est le Cameroun avec un score de 42%. Le huitième pays où la police est la plus corrompue en Afrique, c'est le Burkina Faso avec un score de 45%. Le neuvième pays où la police est la plus corrompue, c'est le Kenya avec un score de 46%. Et le dixième pays le plus corrompu sur les 54 pays africains où la police est la plus corrompue, c'est la Mozambique avec un score de 52%. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, avec un score de 58%, elle se situe dans la zone intermédiaire. Bien qu'elle ne fasse pas partie des pays les plus corrompus, elle n'atteint pas non plus les standards d'exemplarité. Et donc, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'article et les études de Afrobarometer nous disent qu'en Côte d'Ivoire, nous ne sommes ni bons ni mauvais. On est juste au milieu. On est dans une zone intermédiaire. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi-même, quand j'ai lu, ça m'a surpris. Parce que moi, j'aurais personnellement classé la Côte d'Ivoire parmi les pays les plus... La police est la plus corrompue. Ça, c'est ce que moi, j'aurais pensé. Mais bizarrement, l'article nous donne quelque chose d'autre. Ce qui n'est peut-être pas forcément mauvais. Mais en même temps aussi, ce n'est pas aussi la meilleure position. Soit on doit être parmi les bons, soit on est parmi les mauvais. Et donc, la position intermédiaire, quand bien même que on ne puisse pas apporter des critiques assez dures, il faut dire qu'il y a beaucoup à faire pour pouvoir être dans le bon classement. Et donc, la police ivoirienne se classe 58% comme score. Ce qui est un score qui n'est pas bon, mais aussi qui n'est pas mauvais. Ça veut donc dire qu'il y a beaucoup d'améliorations qu'il faut apporter. Et c'est important. Mais quand on regarde le passé récent, je veux dire, avant la gestion du président Alassane Ouattara, quand on regarde les temps qui ont précédé, les différents régimes qui ont précédé, et qu'on regarde maintenant les 15 dernières années, il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Et ça aussi, il faut pouvoir saluer. Mais il y a beaucoup de policiers qui se cachent pour commettre toujours des actes de corruption. Et ça, ce sont ces brebis galeuses-là qui viennent tuer cet effort-là. Sinon, la police aurait pu se retrouver dans un rang honorable. À l'opposé, certains pays ont réussi à établir un environnement policier moins corrompu, se classant dans la zone verte, qui regroupe les pays où la police est moins sujette à la corruption. On vous a cité les 10 pays les plus corrompus, où la police est la plus corrompue. Après, on a pris l'exemple de la Côte d'Ivoire pour montrer que la Côte d'Ivoire se trouve dans une position juste intermédiaire, c'est-à-dire ni appréciable ni blâmable. Mais il y a aussi des pays qui ont fait des grands efforts. Et ceux-là aussi, on va vous donner les 10 pays africains qui ont fait des grands efforts où on n'a pas dit que la corruption n'existe pas, mais vraiment ça a beaucoup diminué. Et sur les 54 pays de l'Afrique, le pays qui est le premier pays où la police est la moins corrompue, c'est le Cap-Vert avec un score de 98%. Le deuxième pays, c'est les Seychelles avec un score de 97%. Troisième pays où la police est la moins corrompue, c'est l'île Maurice avec un score de 93%.
Quatrième, le Botswana avec un score de 91%. Cinquième, le Lesotho avec un score de 83%. Sixième, la Namibie avec un score de 82%. Septième, Sao Tomé et Principe avec un score de 82%. Septième, la Gambie avec un score de 79%. Huitième, l'Afrique du Sud avec un score de 79%. Neuvième, le Bénin avec un score de 76%. Les résultats de l'enquête montrent que les citoyens des pays les plus touchés rapportent que la corruption se manifeste souvent lorsque des services policiers sont nécessaires. Et donc, comment ils ont fait leur enquête pour savoir qu'il y a des pays qui sont corrompus et il y a des pays où la police n'est pas beaucoup corrompue? Ils disent, ils ont attendu lorsque la population a besoin des services de la police et que la police sait que la population a besoin de son service. C'est là qu'ils ont profité pour voir comment la police réagit avec les populations et quelle est l'impression que les populations ont. Et donc, les pays où il y a beaucoup de corruption, les gens profitent toujours pour attendre la police. Quand elle sait que les gens ont besoin de son service, c'est là qu'ils interviennent et qu'ils posent les actes de corruption. Ce qui devrait être normalement un service gratuit est fréquemment conditionné à des paiements illicites. Donc des services que la police devrait rendre gratuitement sans rien demander, les policiers conditionnent ce service-là en disant si vous ne nous donnez pas telle chose mais de l'argent, on ne fera pas le service qui vous revient gratuitement. On constate également des pratiques corrompues lors des contrôles routiers. Il y a aussi la corruption que les gens font. Ils mettent de l'argent dans les documents, ils donnent aux policiers. Ou bien même le policier même impose une somme. Ça se passe lorsqu'on fait des contrôles sur la route. Où les policiers sont en contact direct avec le public. Et donc, ils disent qu'ils ont vu des cas comme ça. Pour lutter contre cette corruption, chaque pays déploie des efforts. Mais ça ne veut pas dire que parce que la corruption existe, qu'il n'y a aucun effort qui est fait. Ils disent qu'en vérité, chaque pays à sa façon essaie de faire un effort pour lutter contre la corruption. Par exemple, au Bénin, des réformes ont été mises en place pour responsabiliser la police et améliorer sa crédibilité. Ils disent dans le cas du Bénin, il y a des campagnes qui sont passées et il y a des efforts qui ont été faits auprès même des policiers pour leur expliquer que le travail que vous faites là, c'est un travail qui est honorable. N'allez pas vous-même là vous déshonorer en devenant des gens qui n'ont aucune crédibilité. Soyez responsables et travaillez avec professionnalisme pour que les gens puissent ne pas voir en vous des vecteurs de la corruption, des éléments corruptibles et corruptifs. Soyez des gens qui donnent envie de forcer les autres à vous respecter. Plusieurs barrages de contrôle ont été supprimés pour réduire les abus policiers. Quand on prend le cas de la Côte d'Ivoire, contrairement à d'autres années, vous voyez que beaucoup de barrages inutiles, comme on appelait des barrages sauvages, ont été annulés. Et ça a beaucoup fait diminuer aussi la corruption. Ces initiatives ont permis au pays d'éviter de rejoindre le groupe des pays à forte corruption policière. Ils disent dans le cas du Bénin, avec toutes ces campagnes-là et avec les efforts qui sont faits sur le terrain, c'est ce qui a permis au Bénin, quand bien même que le pays soit le dernier parmi les pays où il y a le moins de corruption, avec un chiffre de 76%, c'est ce qui a permis à ce pays-là de pouvoir se classer dans une position assez acceptable. Au Botswana, les autorités prennent des mesures strictes pour maintenir l'intégrité de la police. Dans ce pays d'Afrique australe, des sanctions sévères sont imposées à ceux qui tentent de corrompre la police, ainsi qu'aux agents qui se laissent corrompre, renforçant ainsi la confiance du public envers les forces de l'ordre. Au Botswana, eux, ils sont allés plus loin. Eux, ils informent bien les policiers. Et ils ont des règles très, très dures contre les policiers qui se laissent corrompre. Et ils ont aussi des règles très dures contre les populations qui s'en vont corrompre les policiers. Que tu sois policier, tu as voulu corrompre, te faire corrompre, si on t'attrape, tu es dans le pain. Toi-même qui voulais corrompre, si on t'attrape, tu vas crier Madou.
Donc, quand eux, ils ont fait ça, là, qu'est-ce que ça a provoqué? Ça a fait que les policiers, pour ne pas perdre leur boulot et ne pas se retrouver en prison et puis être dans de sales temps, chacun s'est mis à carreau. Et les populations qui pensaient qu'elles peuvent aussi créer les conditions pour corrompre les policiers, voyant les premiers exemples qui ont été donnés, eux aussi se sont dit, mieux vaut laisser la police faire son travail et ne pas les corrompre. Et comme ça, chacun est quitte. Et c'est comme ça qu'au Botswana, eux, ils ont pu mettre vraiment un coup fatal à la corruption, ce qui a relevé le niveau de la confiance de la population envers les forces de police de ce pays-là. L'information, comme je le disais, a été tirée de Africa News pour ceux qui voudraient la vérifier. Sujet numéro 2. Des mesures pour faciliter l'obtention de l'attestation droit d'usage coutumier. Vous savez, avant, quand tu partais payer terrain, et puis le terrain là, c'était avec les villageois tu payais, il y avait un livre foncier, et à partir de ce livre foncier là, on te donnait une attestation villageoise. Mais affaire d'attestation villageoise là, ça n'existe plus. Et comme l'attestation villageoise n'existe plus, pour pouvoir mieux contrôler la vente des terrains et pour pouvoir contrôler le fait qu'il y a des gens qui vendaient, des villages qui vendaient le même terrain à plusieurs personnes, le gouvernement a trouvé utile, à travers son ministère de la Construction en Côte d'Ivoire, de mettre un document qui est plus fiable et plus sécurisé selon le ministère. Ce document-là s'appelle l'attestation du droit d'usage coutumier. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'attestation de droit d'usage coutumier, et on appelle le document ADU ou bien ADU. Le ministère de la Construction a pris une série de mesures pour le bon déroulement de l'opération. Et donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, le fonctionnement de notre administration étant très lent, il y a certains qui n'ont pas encore ni l'attestation villageoise, qui n'existe plus, ni l'attestation de droit d'usage coutumier. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Selon les notes rendues publiques, les 7 et 8 janvier 2025, ces mesures concernent les cas de lotissement approuvés, les lotissements non approuvés, ainsi que les cas de lotissement litigieux et ou objet de sursis. Ils disent le ministère de la Construction, de façon exceptionnelle, a ouvert une période qui a été rendue publique le 7 et le 8 janvier pour dire que tous ceux qui ont payé des terrains, même si c'était avant, mais que le lotissement avait été approuvé, ça veut dire le lotissement était reconnu dans les plans du ministère de la Construction, mais c'était pour les villageois. Si tu n'as pas les papiers, eux, ils ont relancé la période pour que tu viennes faire les papiers, pour que tu aies ton attestation de droit d'usage coutumier. S'il y a des lotissements non approuvés, c'est-à-dire que le terrain n'avait pas été numéroté dans les archives du ministère de la Construction et reconnu comme approuvé, ils disent qu'il n'y a pas de problème. Tu as payé ça directement avec les villageois. Tu peux aller avec les documents que tu avais. On va faire ton ADU. Il peut arriver aussi qu'il y avait des terrains litigieux sur lesquels il y avait des palabres. Ça aussi, si vous partez avec les documents, que vous vous entendez avec les villageois, on va aussi faire les ADU. Il y a des terrains aussi là. Eux, on les avait mis en sursis. Ça veut dire, votre cas était à étudier et on attendait de voir les choses pour pouvoir fixer définitivement. Et donc, ce terrain-là aussi, tous ceux qui ont des cas sous la main doivent se rapprocher du ministère de la Construction pour essayer de faire les ADU, c'est-à-dire les attestations de droit d'usage coutumier. En ce qui concerne les attestations, les lotissements approuvés, la date limite des dépôts des demandes d'arrêté de concession définitive, initialement prévue pour le 31 décembre 2024, a été reportée au 31 mars 2025. Donc, en ce qui concerne les lotissements approuvés, ceux qui voulaient demander des ACD, la date qui leur avait été donnée, c'était le 31 décembre 2024. Mais le ministère de la Construction m'a vu que la date là, elle était trop proche.
Donc, ils ont encore demandé aux gens qui veulent déposer encore leur dossier de le faire jusqu'à la date du 31 mars 2025. Cette date concerne les détenteurs d'attestations villageoises sur des lotissements approuvés n'ayant pas encore fait leur demande d'ACD. Donc, si tu avais payé un terrain, même s'il y a 1000 ans, que tu n'avais qu'une seule attestation villageoise, il ne faut pas t'inquiéter. Il faut aller au ministère. Comme tu avais déjà payé, tu as l'attestation villageoise, ils vont vérifier, ils vont tout mettre en œuvre. Et à partir de l'attestation villageoise, là, si le lotissement était déjà approuvé, ils vont te faire ton ACD sans problème. Et puis tu vas continuer la vie. Un guichet spécial sera mis en place par le ministère de la Construction pour traiter ces cas. Donc, à partir du 31 mars 2025, quand ils auront reçu tous ces dossiers-là, ils vont mettre un guichet spécialement en place pour traiter tous ces dossiers-là, pour donner le plus rapidement possible les ACD aux personnes qui les méritent. Les retardataires sont invités à finaliser les démarches avant le 31 mars 2025 en produisant un dossier technique auprès d'un géomètre expert. Ils disent, l'attestation villageoise seule ne suffit pas. Il faut que tu aies tous les documents techniques. Ça veut dire, pour faire l'ACD là, on a déjà parlé de ça ici plusieurs fois. Donc tu t'arranges, tu mets tous les documents ensemble, et quand tu as tous les documents ensemble, que tout est propre, tu viens déposer. Et la date limite là, c'est le 31 mars 2025. Donc, pour faire les dossiers techniques, il faut forcément te rapprocher d'un géomètre expert. Et si tu vas sur Google, tu tapes la liste, tu vas voir. En fonction de là où tu vis, tu sauras ce qu'il faut faire. Pour obtenir les informations appropriées, les usagers doivent se rapprocher du guichet unique du foncier. Et donc, ce qu'on est en train de dire là, il peut arriver qu'il y a des détails qu'on n'a pas dit. S'il y a des détails qu'on n'a pas dit, au ministère de la Construction là-bas, ils ont un autre service qu'on appelle le guichet unique du foncier. Tu peux les appeler, tu demandes, allô, est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec le GUF, c'est-à-dire le guichet unique du foncier, ou même le GUF. On va dire, il n'y a pas de problème. Maintenant, ils vont te dire, ils vont te passer à quelqu'un. Les questions que tu as à poser, tu poses les questions. Maintenant, si tu ne veux pas appeler, que tu vas aller là-bas toi-même, tu te rends là-bas directement, tu t'en vas, tu poses les questions. Ou bien tu poses ton problème. Tu auras toutes les informations qu'il te faut. Le ministère de la Construction a décidé également de finaliser les opérations de mise à jour des informations sur le droit coutumier avant le 31 mars 2025. Donc, dans le même temps, le ministère de la Construction a décidé que toutes les informations sur le droit coutumier, là, en tout cas, eux vont tout mettre en jour. Tout sera mis à jour avant le 31 mars 2025. Au-delà de cette date, toute autre inscription sera rejetée. Donc, si tu avais un terrain que tu avais payé avec des villageois, mais seulement c'est l'attestation villageoise que tu avais là, frère, il faut vite faire. Parce qu'après le 31 mars 2025, là, même si tu viens là, ils vont jeter tes dossiers et ton terrain là, ça ne va plus t'appartenir. Ça là, moi, je préfère te dire la vérité. Donc là, c'est à toi-même de voir. S'agissant des cas de lotissement non approuvé, les terrains qui n'avaient pas été approuvés par le ministère, ça veut dire les terrains qui n'avaient pas un numéro de titre foncier global, et donc qui n'étaient pas reconnus comme des terrains approuvés par le ministère de la Construction, le dit ministère de la Construction a décidé que les détenteurs des attestations villageoises sur ce lot doivent se faire recenser auprès de ces services. Le ministère de la Construction dit, dans ce cas-là, si le terrain n'était pas approuvé, il n'y avait pas un titre foncier global, ce que tu dois faire là, il faut aller au ministère de la Construction, ils vont enregistrer, tu as une attestation villageoise, mais le terrain n'est pas approuvé, ça veut dire tout le terrain même là, il n'y a pas un numéro de titre foncier global. Donc ce que tu vas faire, tu vas au ministère de la Construction et quand tu vas arriver là-bas, ils ont un service pour vous enregistrer. Ils sont invités à se rapprocher des détenteurs de droits coutumiers et des lotisseurs ayant initié ces lotissements en vue de l'approbation des dits lotissements. Donc, vous allez vous rapprocher des villageois qui vous ont vendu là. Ils vont vous donner les documents et avec les documents aussi de ceux qui ont fait le lotissement, ils vont vous donner ces documents-là et vous prenez ces documents, vous partez au ministère. Et là-bas, ils vont essayer de voir ce qu'ils doivent faire pour vous. Pour le troisième cas, c'est-à-dire les lotissements litigieux ou sujets à sursis, le ministère de la Construction a demandé
que les concernés attendent la résolution des litiges. Et donc maintenant, il y a souvent des cas où les villageois ont vendu le terrain 2 fois à différentes personnes. Il n'y a pas là. C'est ça qu'on appelle lotissement litigieux. Ou bien des sujets à sursis. Le cas est en train d'être traité et on n'a pas encore trouvé une solution. C'est ce qu'on appelle des cas en sursis. Donc le ministère a demandé, si toi tu as payé un terrain, et puis le même terrain que tu as payé, on dit c'est un terrain, un lotissement litigieux, ou bien un lotissement qui est en sursis, comme je viens d'expliquer là. Alors là, ce que vous pouvez faire, selon le ministère, c'est d'attendre d'abord que votre palabre là, vous puissiez finir ça. Puisque le terrain était vendu à plusieurs personnes. Donc c'est quand vous allez finir de régler tous les problèmes là maintenant, que on pourra regarder dans votre cas. Donc le ministère de la Constitution a demandé d'abord que les incompréhensions et les palabres qui sont sur ces terrains litigieux ou les terrains en sursis, que cela soit d'abord réglé avant de rentrer en contact avec ces services. Une fois les litiges réglés, ils devront se rapprocher du guichet spécial pour l'obtention de leur ACD. Une fois que le problème aura été réglé, ceux qui ont vendu le terrain 2 fois, 3 fois là, quand ils vont trouver un autre terrain pour remettre à quelqu'un, et puis ils vont dire, toi, ici on est d'accord, c'est pour toi. Ils vont faire un document pour ajouter dessus. Ceux aussi qui ont fait le lotissement aussi vont vous donner les papiers. Là maintenant, vous partez. Le ministère saura quand le problème est réglé, quand il n'y a plus de palabres, ils sauront. Ou bien quand il n'y a plus de sursis, ils sauront. Et quand tu vas te rapprocher maintenant du service spécial pour obtenir ton ACD, sur la base qu'il n'y a plus de palabres, il n'y a plus de litige, il n'y a plus de sursis sur le terrain, ils vont faire votre ACD et vous remettre. Et donc voilà l'information qui a été tirée du journal en ligne lebanco.net, qui était utile de dire aux Ivoiriens et aux personnes que cela peut aider. Le troisième sujet, candidature du président Alassane Ouattara. Quand le président Alassane Ouattara administre la dose de façon homéopathique. Et donc, ce qu'il faut retenir, il n'y a pas grand-chose à dire puisque l'essentiel avait été dit depuis pratiquement 2 ou 3 jours. C'est qu'on a découvert que le président Ouattara est devenu un fin tacticien. Il est devenu un fin tacticien par sa manière d'être capable de communiquer. Il applique une tactique classique, mais qui est redoutablement efficace. C'est-à-dire, les termes qu'il utilise, comme par exemple demi-douzaine, ils sont dans la salle. Vous voyez qu'il fait monter la pression. Et c'est comme quelqu'un, quand on veut t'effrayer et puis tu entends un bruit, quand il dit demi-douzaine, on est là, on est en train de réfléchir sur demi-douzaine. En même temps, il dit, ils sont dans la salle ici avec moi. Tu te dis, mais c'est qui? Et donc, il veut mettre les gens sur plusieurs fronts. Mais on se demande, mais pourquoi il fait ça? Il fait ça parce qu'il sait qu'en communication, l'ambiguïté prête toujours à interprétation. Et c'est aussi une stratégie pour dire aux gens que non, nous ne sommes pas fermés aussi à une candidature interne. Contrairement à ce que les autres peuvent penser, nous sommes un parti qui est ouvert et nous sommes un parti qui a la capacité de pouvoir faire la compétition en interne. Mais en même temps, dans cette même information politique, imaginez, quand on dit demi-douzaine, ça fait 6. Maintenant, 6, là, il faut diviser par 2. Ça fait 3 et puis 3. Maintenant, imaginez la personne qui est au milieu. Ça veut dire, je suis le pilier central qui met l'équilibre. C'est tout ça que ça veut dire. Et tout ça, c'est, comme je le disais, une tactique qui est classique pour affirmer son autorité et pour montrer qu'on a le point focal, le point central dans une activité. Et c'est une procédure qui est redoutablement efficace. Maintenant, quand on regarde l'environnement, on voit que le président aujourd'hui a une stratégie de communication qui est très précise et très calculée dans ses messages. Et là, pour ceux qui savent voir, vous allez voir qu'il démontre qu'il a la capacité de maîtriser les codes de la stratégie politique. Avec le temps, le président finit par s'imposer comme l'un des leaders politiques les plus habiles de notre histoire contemporaine. Parce que sa manière de parler, le temps qu'il choisit, les environnements qu'il choisit, finissent par démontrer à tout le monde que c'est lui seul qui maîtrise la situation et donc là, il dame le pion aux autres, que ce soit à son propre parti ou à l'opposition. Chaque parole qu'il dit
est scrutée et est prise avec importance, autant dans son parti qu'au-delà, et même au-delà de son pays. Et donc, il a compris que l'art de pouvoir surprendre toujours les gens, c'est une stratégie qui amène toujours les gens à douter d'eux-mêmes. Et quand les gens doutent d'eux-mêmes parce qu'ils ne savent pas ce que tu vas faire, ça te permet de construire ton autorité. Et ça renforce encore cette autorité-là. Mais ce qui est encore déconcertant dans le cas du président Ouattara, c'est quelqu'un qui a une dose de patience stratégique. Ça veut dire sa patience là. Toi-même tu es là, tu le regardes, tu te dis mais finalement, sa patience là même là, c'est pourquoi? Là où les gens devraient réagir un coup et puis passer à autre chose pour se satisfaire ou même pour satisfaire ses militants, non. Lui, il est dans une patience. Et tu vas même penser que non, sa patience là, tu vas finir par le sous-estimer. Tu vas dire c'est parce qu'il ne vaut rien ou bien c'est parce qu'il n'a pas les moyens d'agir. Mais en réalité, quand tu étudies ça profondément, cette patience-là, c'est ça la plus grande force même du président Ouattara. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qui fait qu'il arrive toujours à obtenir ce qu'il veut. Prenez par exemple la libération de nos otages au Burkina, au Mali, et même sur la scène internationale. Et si vous remarquez bien, à ce monsieur-là, le président Ouattara, on ne dit jamais non. Quand il dit qu'il veut quelque chose là, même quand il dit non là, il finit par obtenir. Allez demander à Gbagbo. Quand il dit aussi qu'il veut quelque chose là, quand il dit oui, il obtient. Mais ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire qu'il obtient toujours ce qu'il veut. Mais il obtient ça à partir de quoi? À partir de ce que je viens de vous dire, la patience stratégique. C'est-à-dire que ce n'est pas une patience. Il y a des gens qui sont patients parce qu'ils ont tout essayé. Ah non, moi je laisse pour moi Dieu. C'est Dieu, quand je vais mourir là, Dieu va nous juger. Sauf si Dieu n'existe pas. Mais s'il y a le jour du jugement là, au nom de Dieu, Dieu va couper ça entre nous deux pour montrer ce qui est vrai, pour montrer ce qui est faux. Frère, c'est parce que tu as échoué. Hey, tout le monde là, quand tu as la force et puis quelqu'un te fait quelque chose qui n'est pas bien là, si tu peux régler là, tu vas régler sur place. Tu ne vas pas attendre Dieu mais Satan. Et donc là, ça c'est une patience initiée par la faiblesse. Mais quand tu as la force et puis tu as la maîtrise des événements et puis tu sais être patient, ça veut dire que tu calcules pour obtenir des résultats supérieurs. C'est ce qu'on appelle la patience stratégique. J'ai parlé de stratégie et de tactique, j'ai expliqué. J'ai dit que la stratégie, là, c'est un plan que tu traces pour obtenir un résultat. Alors que la tactique, ce sont les petites démarches que tu prends pour mettre en place ta stratégie. Or, le président Ouattara, lui, il a tout son temps. Ça veut dire que quelqu'un qui a son temps pour être patient, ça veut dire que tu as une bonne perception des choses et tu veux voir les choses dans les plus grands détails comme dans les plus petits détails avant de prendre une position bien claire. Et quand tu regardes tout ça, au début de la politique, quand il est entré en politique en Côte d'Ivoire, les gens l'ont sous-estimé. Les gens l'ont sous-estimé pour dire non, c'est seulement quelqu'un, bon, il connaît papier et puis bon, il a trop duré avec les blancs. Mais en Afrique ici, il ne pourra pas aller loin. Il ne pourra pas aller loin parce qu'il manquait de génie politique. Mais bizarrement, partout où il est passé, il a mis en échec les prédictions de ses détracteurs. Et ça, ce qui lui a permis de faire cela, c'est la patience stratégique. Et c'est quelqu'un qui sait faire douter les autres sur leurs propres intentions. C'est-à-dire que même si tu prends les gens même du RHDP, on sait qu'il sera candidat, hein, mais tellement il sait faire son jeu là. Toi-même, tu te dis, ah, le président aussi, il est comme ça. Alors que tu sais, tu connais la réponse déjà. Et donc là, comme on dirait chez nous à la gare routière à Djamé, actuellement là, il est en train de voyager avec l'esprit de tout le monde. Et c'est ça la capacité d'un leader qui sait comment maintenir son peuple, comment imposer son autorité et comment démontrer qu'il a une bonne maîtrise de la situation. Et donc vous aurez remarqué que le temps et l'environnement qui a été choisi, il a dit, je maîtrise déjà l'aspect intérieur. Et c'est devant les diplomates qui s'est exprimé. Le 9 janvier 2025. Et à travers ce qu'il a dit, c'est lui qui a tracé l'agenda politique même pour lui-même et pour les autres.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est lui qui reste en position de force et que tous ses actes sont calculés et que loin d'être une faiblesse, comme je le disais, cela vient renforcer son autorité et sa capacité de garder le contrôle sur le jeu politique ivoirien. Et ça, ce n'est pas permis à tous les politiciens. Mais pourquoi jusque-là le président Ouattara avait maintenu un mystère sur sa candidature? C'est simplement par stratégie. Parce que ça aura permis à beaucoup de personnes de s'auto-évaluer eux-mêmes et dans le RHDP et aussi au sein même de l'opposition politique ivoirienne. Ce n'était pas par faiblesse. Parce que ce que tu vas faire là, tu le feras. Ce n'était pas parce qu'il avait peur de quelqu'un. Ah non, s'il fait ça là, la France va... actuellement là, Macron et puis Chaka Dian sont amis. Hein, la France va le battre beaucoup. C'est vous qui dites que la France ne doit pas s'immiscer dans notre politique. Vous les opposants ivoiriens. Mais en même temps, quand ça vous arrange, vous dites que la France doit s'immiscer. Si Alassane Ouattara dit qu'il est candidat, vous oubliez de tenir compte de notre constitution. Vous oubliez de tenir compte de la réalité. Et vous oubliez de tenir compte des faits. Et vous mangez votre totem en disant, hey, mais pourquoi il va se présenter? Est-ce que le président français est content? Est-ce que vous voyez un peu votre incohérence? Non, nous on veut se libérer. Nous on n'a plus besoin de la France. La France doit nous laisser en paix. On veut des pays souverains. Il n'y a pas de problème, soyez souverains. Mais quand Alassane Ouattara veut se présenter, ou bien quand vous avez des doutes, vous dites, s'il se présente là, Macron va l'appeler, puis Macron va l'insulter, puis on dit, quitte. Vous devenez ridicule. Faites un choix cohérent, parce que vous devenez ridicule. Bon, maintenant là, il dit qu'il va être candidat. Et qu'est-ce qu'il a attendu? Il a attendu le moment là, au lieu d'annoncer aux gens un à un là, pour dire que non, il a peur de Macron, il a peur de temps en temps là. Il dit tous les représentants des présidents du monde là, quand ils sont venus là, il dit, bon voilà, je mets ça en face de vous tous. Je mets ça en face de vous tous, pour que dès que vous quittez là, vous fassiez le rapport à vos différents présidents. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Et là, comme ça là, au lieu que quelqu'un va me menacer lui seul là, pour dire je suis président de tel pays là, j'attends que tout le monde me menace une fois. Là, comme ça là, on va voir. Mais je suis conscient d'une chose. Ma position est très focale. Et ma position est très centralisée aujourd'hui dans la sous-région ouest africaine. Et donc, en date du 9 janvier 2024, le président a levé tout le brouillard que ceux qui ne voulaient pas voir les événements et ceux qui ne voulaient pas comprendre. Sinon, depuis longtemps, là, on sait déjà qui sera candidat. Et chaque fois qu'il y a des choses là, chaque jour même là, les caciques du parti répètent ça. Adjoumani répète ça. Le vieux Kafana Koné répète ça. Tout le monde répète ça. Mais on dit non, 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 c'est lui-même là. Lui-même là, il n'a qu'à venir dire. Alors que le président avait déjà envoyé ses repéros. Oui, le président Ouattara aussi a les repéros. Les repéros du président Ouattara là, ce sont ces gars qui sont autour de lui. Tout le monde a des repéros. Mais dans le cas du président Ouattara, ce ne sont pas les repéros qui lui donnent des conseils, c'est lui qui donne des conseils à ses repéros. Voilà la grande différence. Et c'est très important. Quand il te dit leader là, il y a des moments là où toi tu dois prendre une décision. Quand tu ne peux pas là, c'est que tu n'es plus un leader. Et c'est là que les repéros viennent pour te dire des mensonges et puis tu fais des erreurs politiques. Et donc le président a attendu. Au-delà de la Côte d'Ivoire, il a fait sa déclaration devant le corps diplomatique pour envoyer une fois et une bonne fois un message à la communauté internationale. Et le message, il est clair. Lorsqu'on vient à l'analyse même du discours du président, il n'y a aucun doute. Il sera candidat à l'élection présidentielle qui se tiendra en octobre 2025. Là, il y a l'ombre d'aucun doute. Il faut que les choses soient dites clairement. Il faut qu'on dise les choses clairement. Parce que pourquoi aujourd'hui le président
doit être candidat? C'est sur ces questions-là qu'on doit s'interroger. Montrez-moi un homme politique en Côte d'Ivoire qui peut maintenir la stabilité aujourd'hui. Laurent Gbagbo que vous voyez là, quelqu'un qui n'arrive même pas à maîtriser sa femme, quelqu'un qui n'arrive même pas à maîtriser son parti politique, c'est lui qui pourra maîtriser. Or, nous tous on sait, nous tous on crie. Mais tout le monde sait que le vieux là, c'est lui qui maîtrise réellement. Le vieux Ouattara là, il maîtrise sa chose. Hein. Que tu sois des radicaux comme nous autres, que tu sois quelqu'un qui est soft, ou même qui que tu sois, quand le vieux parle là, son autorité là, ça s'affirme. Mais dans les autres partis, c'est pas possible. Chaka Dian lui-même là, lui marche sur des œufs. Et les autres n'en parlons pas. Maintenant, dans la sous-région ouest africaine là, quel est le politicien le plus expérimenté aujourd'hui? Je ne parle pas d'expérience en bien ou en mal. De toute façon, toute expérience est une expérience. Qui est le politicien le plus expérimenté aujourd'hui? Qui est le politicien le plus visionnaire en Afrique de l'Ouest aujourd'hui? Et même en Afrique. Qui est le président chez qui les autres viennent prendre conseil? Qui est le président aujourd'hui? Quand il se lève, là, il quitte son pays. Et puis, en dehors de son pays, là, partout où il va, on le respecte parce qu'on sait qu'on a quelque chose à voir avec ce gars. C'est Alassane Ouattara. Quel est le contexte aujourd'hui dans notre sous-région ouest africaine? Si les djihadistes ne sont pas dans ton pays, c'est que tu es dirigé par un coup d'étaïste. Est-ce qu'on veut que tous nos pays soient comme ça pour que l'Afrique de l'Ouest soit une zone de non-droit? C'est toutes ces questions-là. Le président Ouattara, s'il a convoqué le corps diplomatique, là, c'est l'ensemble de toutes ces questions-là qu'il leur a dit d'aller dire à leurs différents pays, de s'interroger là-dessus. Et donc, de façon stratégique, ce n'était pas seulement la déclaration, mais c'est ce qui est incorporé dans la déclaration. Que chacun aille faire son bilan de conscience. Ceux qui ne sont pas contents que je serai candidat, là, n'ont qu'à dire le pourquoi. Et ceux qui sont contents, c'est aussi leur choix et on avance. Qu'est-ce qu'on aura vu pour ceux qui veulent comprendre les signes? Au-delà même des classiques du RHDP, on a vu des meetings pour faire des déclarations où il y a des gens, même là, nos parents gourous même sont allés, ils disent qu'ils ont déjà payé caution de Ouattara. Les frères, les parents de Koumala disent qu'ils ont déjà payé. Donnez-moi l'argent là, moi je vais aller lui donner. L'argent de caution du président là, donnez-moi, moi je vais lui donner en main propre. Ça c'est pour plaisanter. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que ce sont des actes qui ont été suscités? Parce que moi j'analyse des choses sans état d'âme. Est-ce que ce sont des actions spontanées? Est-ce que ce ne sont pas des actions manipulées? Mais là maintenant la question reste à voir. Hein. Mais pour moi, ce ne sont pas des actions manipulées. Pourquoi? Parce que les Ivoiriens savent d'où ils viennent. Les Ivoiriens savent dans quoi ils sont quittés. Aujourd'hui, 15 ans de paix. Et on voit ce qui se passe avec Boko Haram, avec les groupes terroristes, avec les groupes armés autour de nous. On voit le désordre des coups d'État. Et bizarrement, nous, on est en paix. La sécurité est. La paix est une garantie. Même quand on dit tu ne connais pas ton bonheur, là, tu dois au moins connaître ton malheur. Je ne connais pas kilo, mais je dois connaître sac rempli. Et donc les Ivoiriens connaissent aujourd'hui l'importance de la paix. Parce que nous, on vient fraîchement de sortir d'une longue guerre civile. Aujourd'hui, on a la paix. Et bizarrement, en plus de ça, ce qu'on n'avait pas l'habitude de voir, c'est ce qu'on a vu après la guerre. C'est-à-dire route, université, école, tant. Et des politiciens très responsables. Des politiciens qui imposent le respect. Donc les Ivoiriens se disent, école qu'ils avaient commencé à construire dans mon village là, est-ce que Ouattara, si on le laisse partir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va terminer? Donc aujourd'hui même là, les populations même sont dans un doute. Ce que Ouattara a fait là, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va faire? Parce que ce qu'on voit actuellement et puis ce qu'on entend là, ce n'est pas des gens sérieux, ce n'est pas des gens qui sont clairs, ce n'est pas des gens limpides, ce n'est pas des gens potents. Et puis surtout, on les a vus diriger avant Ouattara. Ils viennent pour manger. Eux viennent là pour prendre les caisses de l'État pour détruire le pays, pour nous mettre en retard. Donc là, ce qui est mieux pour nous là, route qu'il avait commencé et puis peut-être goudron là, attendons, on va le voter pour qu'il n'a qu'à terminer notre route. C'est ce qui a fait que beaucoup de populations, c'est même pas parce qu'elles aiment le président Ouattara forcément, mais les gens savent que le bonheur là, c'est quelque chose qu'ils méritent. Ce n'est pas une affaire d'amour. C'est une affaire de penser à mes propres intérêts. Et il n'y a pas de honte à penser à ses intérêts, chère population. Moi, je suis aux États-Unis là. C'est un exemple que je prends. Si je ne gagnais rien là, vous pensez que j'allais rester ici?
Et c'est moi, je vais venir vous dire, non, 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 il faut pas privilégier. Hey, chacun doit privilégier ses intérêts. Aujourd'hui, vous là, si vous avez eu un politicien qui, au lieu de parler, ou bien au lieu de dire, non, pour vous faire rire là où on dit il n'y a pas route, il vient faire route. Là où on dit il n'y a pas hôpital, il fait hôpital là. Alors qu'on ne lui a pas demandé là. Frère, c'est mieux, on va attendre que ce politicien là finisse le travail. Là, comme ça, là, ceux qui veulent bavarder là, quand on était encore petit, on disait les bavardeurs. Sinon, on ne dit pas ça. Mais on va dire ça aujourd'hui. Les bavardeurs, là, comme Laurent Gbagbo, comme Chaka Dian, là, les bavardeurs, là, ils vont bavarder dans leur bavardage et nous, on s'en fout d'eux. Et donc, ce sont pas des actes prémédités. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, les populations ivoiriennes sont suffisamment matures pour savoir qu'elles peuvent défendre leurs intérêts. Pour savoir que mon enfant, là, au lieu d'aller l'inscrire en 6e dans un autre village et puis on ne trouve pas tuteur, là, si on construit un collège dans mon village, là, c'est mieux pour moi, là. Si quelqu'un me dit que les Ivoiriens ne sont pas matures au point de comprendre ce petit fait-là, c'est que c'est une insulte à l'intelligence des Ivoiriens. Et c'est aujourd'hui Alassane Ouattara qui a pu faire de cela une réalité. Il y a combien de nos maires aujourd'hui qui ne meurent plus? Parce qu'à chaque 5 km, on a des hôpitaux dans les centres, dans les localités rurales. C'est important. On n'a pas dit que le monde est parfait. On n'a pas dit que tout a été fait. Mais en Côte d'Ivoire, dans la politique, il y a ceux qui sont des faiseurs, et il y a ceux qui sont des rêveurs, et il y a ceux qui sont des diseurs. Chaka Dian est un rêveur. Gbagbo est un diseur. Alassane Ouattara est un faiseur. Chaka Dian est un rêveur parce que, souvenez-vous, en 2023, quand il allait rendre visite à Alassane Ouattara, il dit, Monsieur le Président Ouattara, votre politique de paix et de développement, vous et moi sommes sur la même longueur d'onde et je souhaite vous aider dans votre tâche. La déclaration, elle est là, j'ai posté hier. Mais je rentre dedans rapidement parce qu'il y a tellement de choses à analyser dedans. J'ai balancé. Mais le lundi, là, je ne travaille pas. Je vais rentrer dedans là pour détailler là. Vous-même, vous allez dire, oh, il a dit ça. Il a dit ça clairement. Ce que je dis là, ça est là. La dernière vidéo que j'ai postée là, il faut aller, tu vas écouter. Après, ça veut dire quand il rencontre un vrai faiseur, Alassane Ouattara est tellement pratique, concret, que tu vas le critiquer là. Mais quand tu vas le critiquer, c'est que toi-même tu dis là. Si on dit, viens montrer ce que tu as critiqué, tu ne peux pas. Chaka Dian dit, je suis venu dans le cadre des obsèques de Bédié. Mais la paix que tu as pu imposer et le travail de développement que tu fais là, nous avons la même vision et je souhaite t'accompagner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fait du bon travail en termes de paix et de développement. Et si je reviens là, si moi, Chaka Dian, je viens là, je vais continuer ta politique. C'est même Chaka Dian se lève. Lorsqu'il va à Soubré, il s'en va critiquer l'IDH. Et il dit que tout va mal en Côte d'Ivoire. Mais en agissant ainsi, Chaka Dian montre que lui, il est un rêveur. Et c'est pourquoi c'est dans les rêves que tu peux prendre un panneau, un appareil, comment on appelle, un panneau solaire, mettre ça sur une maison en bambou, et puis tu vas coller un gros climatiseur sur les bambous, et puis ça va tenir. C'est un rêve. Parce que quand tu rêves, là, il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent dans les rêves. Hein. Souvent, dans les rêves, là, tu n'as pas d'aile, et puis tu t'envoles. Souvent, dans les rêves, là, toi-même, tu es là comme ça, là, tu marches sur l'eau. Ça, c'est dans les rêves. Chaka Dian, pourtant, après ça, on l'a vu ici. Dans même Soubré, l'a dit que une maison en bambou, là, que lui va coller un gros climatiseur dessus et puis mettre panneau solaire. Maison là va pas s'effondrer. Si c'est pas dans un rêve là, maison là, dans la réalité, la maison là va s'effondrer. Il faut que ce soit dans un rêve. C'est un rêveur. Maintenant, quand on parle des diseurs, ceux qui sont là pour parler, on va dire des hableurs, tout ce que vous voudrez, des perroquets de service, ça c'est les Laurent Gbagbo. Eux toujours, ils ont quelque chose à dire. Ah non, moi j'ai aidé Ouattara. Non, moi je connais Gutiérrez. Ah non, j'ai écrit une lettre, c'est comme ça. Et là, c'est comme si c'est la malédiction de la parole. Dieu les a maudits avec la parole. Et ils parlent seulement. Ils ne savent même pas ce qu'ils disent là. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais là. Donc eux, pour les attraper, on dit, bon, ce que tu avais dit hier là, voilà aujourd'hui et puis voilà demain. La parole aura été la mauvaise malédiction de ces personnes et ça fait qu'elles finissent par perdre toute crédibilité.
Et ce n'est pas la première fois. Le 18 juin 2024, quand le président prononçait le discours sur l'état de la nation à l'Hôtel Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui ont pensé qu'il allait dire « je vais être candidat ou pas ». Et nous avions averti les gens que non, un discours sur l'état de la nation, comme l'indique le nom, on ne vient pas pour parler des problèmes particuliers des partis politiques. Il ne peut pas. Et effectivement, il a dribblé tout le monde. Et il a tellement bien dribblé les gens. Ça veut dire quoi? Quand il a fini son discours, il dit « Le vieux, si tu veux, il faut me mettre en prison. » Eh bien, le protocole dit que vous êtes un peu déçu, mais ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, moi, je m'en vais. Moi, Draman, je m'en vais auprès de Fantagbe. Bon, là, il n'a pas ajouté ça, c'est moi-même j'ai ajouté dessus. Mais il a dit clairement, je maîtrise votre psychologie. Je sais ce que vous voulez, mais je vais encore jouer avec vous. Non, je vais encore jouer avec vous. Ça, c'était le 18 juin 2024. Parce que il connaît et il maîtrise la psychologie du peuple. Et ça, c'est très important pour un dirigeant. Et quand tu vas lire le petit livre de Machiavel, Le Prince, c'est un très beau conseil que Machiavel donne dans ce livre-là pour dire que le prince, c'est-à-dire le dirigeant, doit connaître son peuple. Mais que le dirigeant aussi sache que le peuple aussi l'observe et a sa manière de le connaître. Et donc, il a ouvert une brèche pour dire, mais ce sera la prochaine fois. La prochaine fois, là, c'était quand? C'était en septembre 2024, quand il a convoqué la haute direction du RHDP à l'Hôtel Ivoire. On dit, hey, ça là, c'est fini. Il va Djenzen aujourd'hui. Il va Djenzen. Il va dire que candidat là, lui, il prend ça. Il allait encore, il dit, non, non, non. Et en fait, là, il faut que le coordinateur soit beaucoup plus sur le terrain. Il allait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annoncé sa candidature sans le dire aux gens. Il dit, je reprends le parti en main. Quelqu'un qui dit, il n'est plus dans quelque chose là, est-ce qu'il va reprendre en main? Il dit, je reprends le parti en main et je nomme les coordinateurs qui vont me faire directement les rapports à partir du terrain. Ça, c'était la première fois, en septembre 2024, que le président disait, je vais être candidat. Mais il faut être des gens qui comprennent et qui analysent pour comprendre. Et après cela, qu'est-ce qu'on a constaté? Ce sont des mouvements de population qui disent, quand on voit le développement, la paix, et aujourd'hui on regarde la sous-région qui est en proie au terrorisme et aux troubles, vrai là, nous on souhaite que Alassane Ouattara puisse nous amener à un second miracle. À un second miracle. Et partout, ce sont les populations qui disaient cela. Donc quand il revient, le 9 janvier 2025, devant le corps diplomatique, et qu'il nous rappelle la situation de 2020, c'est un défi qu'il lance à l'opposition pour dire, ce que vous aviez fait là, vous ne pouvez pas faire pire que ça. Donc 2025 ne sera pas 2020. Parce que ce que vous avez fait là, c'est du djihadisme, du terrorisme. Mais après là, quand tu as fini de faire tout ce que tu peux là, tu peux encore faire quoi? Donc c'était un avertissement aux opposants pour dire que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre là, je connais. Mais il fallait quelqu'un qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara pour mater votre soulèvement subversif en interne et avec vos ramifications à l'extérieur. Avec vos ramifications à l'extérieur. On a tous assisté à l'investiture de John Mahama Dramane. Et nous autres là, nous on analyse les choses. Nous disons au Ghana d'être un pays très sérieux. On n'accuse pas un pays, mais on observe bien la situation. On ne peut pas être l'ami de tout le monde. Quand on est l'ami de tout le monde, c'est qu'on est quelqu'un qui est un hypocrite. Et déjà là, l'investiture qui a eu lieu avant-hier là, nous on est là, on analyse les faits. Hein. Et John Mahama Dramane là, on va l'analyser de fond en comble. Et qu'il sache que ses actions seront calculées et on est prêt, on est aux aguets. En 2020, là, Jerry Rawlings a aidé ces personnes-là.
L'Afrique du Sud les a aidés dans leur subversion. La France les a aidés à travers Emmanuel Macron, à travers Emmanuel Benalla. Il les a aidés, Emmanuel Macron, en étant les hommes de service de Soro-Guillaume et de Chaka Diop. Nous sommes au courant. Et le président n'a pas manqué de le dire. Les ennemis de la Côte d'Ivoire en interne, qui ont été aidés par les ramifications militaires à l'extérieur. Ah oui, cette fois-ci là, vous avez fini de faire ce que vous voulez. De la même manière que vous avez pu faire là, nous on a gagné en expérience. Mais 2020 là, ça ne va plus se répéter en Côte d'Ivoire. C'est vrai, les données ont changé dans la sous-région. Nous sommes entourés par 4 voisins qui sont dans les coups d'État ou même qui sont en proie au grand djihadisme. Mais si on a pu résister en tant que pays à maîtriser cette situation difficile, ça veut dire que ce ne sont pas des individus assoiffés de pouvoir et sans objectif pour les populations qui vont nous inquiéter. Parce que depuis qu'on est là, on a pu résister dans un environnement sous-régional avec 4 pays voisins qui eux-mêmes ont l'intention même de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Avec le terrorisme et avec toutes les difficultés, si on a pu résister, c'est un message pour vous dire que nous avons les moyens de notre politique. Mais le président, on ne parle pas comme ça. Ce sont des termes diplomatiques qu'il a utilisés. Et ces termes diplomatiques-là, c'est à nous, ou bien à ceux qui comprennent, de les décoder et d'expliquer ça simplement aux gens. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et donc, il aura expliqué pourquoi sa candidature est une nécessité dans un contexte géopolitique mondial. Et c'est pourquoi il a réuni le monde mondial. Ça veut dire tout le monde. Quand on parle du monde mondial, là, c'est pas bon français, mais quand on dit ça, on se comprend, nous. C'est pourquoi il a réuni tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il a réuni tous les ambassadeurs, c'est le monde entier il a réuni. Pour leur dire, voilà le contexte africain. Voilà le contexte sous-régional tourmenté. Et voilà aujourd'hui la réalité du monde. Il faut des gens qui sont comme moi, Alassane Ouattara, pour maintenir la stabilité et être capable d'être l'exception positive pour dire que l'Afrique peut aller mieux avec des gens qui ont la capacité de l'aider à pouvoir aller de l'avant. Et c'est très important. Il a aussi dit que lui, il est en bonne santé. Ah! Alors que dans la Constitution, là, il n'y a plus affaire de dire on va vérifier la santé du président. Quand on prend l'article 55, les conditions sont claires là-bas. Ça veut dire, même si tu es un fou, que tu penses que tu peux être président là, tu viens, si tu remplis les conditions, même si tu es fou, tu peux être président. Mais pourquoi lui vient nous parler de sa santé? Ça veut dire le président, il entend beaucoup de choses, il écoute beaucoup de choses. D'aucuns ont dit qu'il a levé la condition de visite médicale parce qu'il ne se sentait pas bien. Mais il faudrait qu'on comprenne quelque chose. La santé et la maladie et même la mort sont 3 choses différentes. Quelqu'un peut être en bonne santé, mais il meurt. Quelqu'un peut être malade, mais il vit plus longtemps que celui qui est en bonne santé. Mais une chose est évidente, c'était pour rassurer les Ivoiriens, pour dire que l'âge n'est pas forcément synonyme de faiblesse. Et que lui, il peut aider et il continue d'aider les Ivoiriens en leur montrant qu'il est désireux de continuer de servir son pays. C'est son amour qu'il montre aux Ivoiriens. Sinon, Alassane Ouattara, il a déjà tout eu. Mais continuer jusqu'au dernier souffle à aider son peuple aura été la chose qui l'a caractérisé jusqu'au bout. Mais on a remarqué aussi une habitude du président Ouattara depuis un certain moment. Président Ouattara, tu joues trop avec nos cœurs et puis nos esprits. Hein. Papa, pardon. Faut faire vite se reposer. On sait qu'à la convention, tu seras candidat. Donc, il faut nous libérer. Et il faut libérer aussi nos opposants. Parce qu'il y a certains comme Chaka qui disent que quand tu auras fini de dire oui, O-U-I, c'est là qu'eux vont dire à leurs militants, préparons-nous. Bon, si le président dit ça en avril, là, vous aurez combien de temps pour vous préparer? Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 6 mois. Vous ferez mieux de vous préparer. Parce qu'Alassane Ouattara sera candidat. Pas parce qu'il le veut, mais parce que les Ivoiriens ont besoin de sa candidature. Et il a levé le voile. La fumée blanche n'est plus loin. Et ceux qui veulent comprendre, comprendront.
Et la prochaine étape, ce sera devant le corps social qu'il va s'adresser. Ça veut dire les populations. Et tous les doutes seront levés. Et moi, je vois déjà le film dans ma tête. Ce sont les populations qui vont venir spontanément lui dire « Monsieur le Président, on a besoin de vous, on a besoin de vous. » C'est une manière caricaturale. Et puis il va dire « Non, 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 ne me forcez pas, hein, ne me forcez pas. » Et puis on va dire « Ah, Président, si tu ne veux pas, on va te chicoter ici sur place. » Et puis, comme vous m'avez forcé là, comment je vais faire? J'ai compris. Oui. Bon, ça c'était pour plaisanter. On en a fini. On a fini. Ceux qui veulent prendre rapidement la parole, on a une vingtaine de minutes. Malheureusement, les jours de la semaine, on n'a pas le temps. Mais c'est comme j'aime à le dire, demain, on a sur TikTok, tous ceux qui veulent la parole, toutes les questions ou bien qui veulent plus d'explications, vous pouvez passer sur TikTok, on va donner les explications. Donc, on n'a plus que 20 minutes. Pour tous ceux qui voudraient prendre la parole, on va leur demander de la prendre, de s'exprimer rapidement et puis laisser. Et donc, on ne va pas dire il faut un tel nombre de temps. On va aller rapidement. Il y a Maman Ouragan qui se signale déjà. On va lui permettre de s'exprimer rapidement et on va pouvoir passer. Et donc, je dis merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous ceux qui pourront aussi apporter des contradictions à ce que nous disons. On n'a pas la science infuse ou même le monopole de la connaissance. Surtout que ce sont des analyses que nous faisons. On essaie d'être le plus possible rapproché de la vérité. Et Dieu merci, jusque-là, les standards sont en notre faveur. Nous disons Dieu merci. Allô? Oui, bonjour chère mère, comment allez-vous? Bonjour, mon éclaireur pour vérité, je vais bien. Ok, Dieu merci. Donc, on va vous laisser rapidement la parole. Ok. Donc, bonjour à vous, mon éclaireur, et bonjour à toute la classe au Mao et au Chao. Mes parents, les femmes de Gbagbo Sila Abou Laurent, sont blancs bonnet, bonnet blanc, du pareil au même. Elles sont en manque d'amour maritalement, paternellement et maternellement, en souffrance d'amour profond et propre, surtout à leur personne de surcroît. Raison d'après elle de toujours être dans la manipulation, le mensonge comme leur partenaire, le monstre de Mama. Sinon, comment une mère ou des mères avec des milliards volés, braqués par eux, les refondateurs, désiraient sacrifier les enfants de famille lambda. Depuis 1990 à avril 2011, des églises sataniques créées, construites avec fracas des monuments démoniaques dans le Grand Abidjan. Sacrilège, heureusement, Dieu merci pour nous. Destruction dès l'arrivée du Prado, Bravche. Merci Papa Ado pour la lumière d'éveil de conscience. Merci mon éclaireur, j'ai fini. Merci beaucoup, chère mère. Merci infiniment. Et Dieu merci. La Côte d'Ivoire a pu sortir de ce gouffre. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers la lumière. Merci aux Ivoiriens qui sont restés dignes et qui savent leur propre bonheur. Et c'est à chacun de nous de ne plus retomber encore dans ce malheur-là. Et on espère bien que ces malfaisants et malfaiteurs, je voulais tellement vite dire les choses que je voulais 2 mots à la fois. Ça veut dire embouteillage des paroles. Donc, je voulais dire des malfaiteurs malfaisants. Exact. Voilà. Et donc, Dieu merci, c'est aux Ivoiriens d'imposer la paix et le travail aux politiciens. On doit profiter à travers Ouattara pour imposer le travail et la rigueur aux politiciens. Ils ne peuvent pas venir se foutre du peuple. Et vraiment, merci beaucoup. On va vous souhaiter une excellente soirée, un très bon week-end et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup, Je mon vous en prie, éclaireur. chère Pareil pour vous aussi, à maman éclaireuse, et vous l'éclairez et les enfants éclairés. Merci beaucoup, chère mère, et excellente soirée. Merci. Ok. Alors? Allô? Oui, bonsoir, chère mère, comment Oui. allez-vous? Bonsoir, éclaireur. Comment allez-vous?
Je vais bien, merci. Chez vous? Dieu merci, tout va pour le mieux. Ok, merci de me donner la parole. Je vais faire vite. Alors, je dis bonsoir à tout le monde. Éclaireur, en tout cas, moi, la fin de la semaine, pour moi, était gagnée. Hein, dès que j'ai vu le président Ouattara parler au corps diplomatique et puis nous dire que de toute façon, il se porte bien, il est en pleine santé et qu'il est disponible à servir encore l'État de Côte d'Ivoire. Franchement, j'étais trop en joie. Donc c'est pour dire à Finguessan, s'il sait lire entre les lignes, alors qu'ils comprennent que le président Ouattara, il est encore là, il sera là en 2025. Donc ces menaces à 2 balles où il invite le président à la sagesse de ne pas tenter, selon lui, un 4e mandat, mais qui est pour nous, au fond, le 2e de la 3e République. Donc à Finguessan, c'est bien entendu, j'espère. Voilà, donc en tout cas, moi je suis contente. Et on dirait que au niveau de la ça tremble au PDCI parce que, étant donné que le président Ouattara, lui, il compte avec les compétences. La preuve, il a rappelé l'ex-premier ministre Achille Patrick pour dire que, en tout cas, il constitue son équipe de campagne. Voilà, et nous, vraiment, ça nous satisfait. Merci au président Ouattara d'avoir cette présence d'esprit d'appeler tout le monde auprès de lui pour ensemble regarder dans la même direction. Vraiment, merci. Et moi, je pense que la fin de la semaine, là, vraiment, c'était waouh pour moi. Franchement, merci beaucoup, éclaireur. C'est ce que j'avais envie d'exprimer. Je salue tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Merci infiniment, chère mère. C'est nous qui vous disons merci. Et des garçons qui s'habillent en tenue de femme avec un soutien-gorge rose, comme à Finguessan, nous, ça ne nous intéresse pas. Si affaire est suffisamment courageux là, en tout cas, le président sera candidat. On va voir de quoi il est capable. Donc, cher mère, merci beaucoup. Ce sont des gens qui parlent, mais qui ne peuvent rien apporter. Comme on le dit au pays, ils ne peuvent rien faire. Restons sereins. C'est les Ivoiriens qui intéressent la Côte d'Ivoire et le président. Et continuons notre marche vers le développement. Et vraiment, merci à vous. On va vous souhaiter un très bon week-end et toute la grâce de Dieu. Merci, pareillement. Bonne fin d'émission à tout le monde. Merci. Au revoir. Beaucoup. Okay. Allô? Bonjour, cher frère. Bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Je vais bien et toi? Dieu merci. Tout le monde va très bien. Et de votre côté? Alhamdulillah, on ne se plaint pas. Que Dieu fasse grâce. Amin, 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 amin. Okay. Donc, vous avez la parole. Okay. Merci. Je vais dire bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire merci à Dieu pour ce samedi et demain, c'est TikTok là. Voilà, donc demain, on aura beaucoup à se dire sur TikTok. Vraiment, hier, j'étais sur un panel que je vais essayer d'éclaircir un peu pour ceux qui disaient que Donald Trump, comment on appelle ça, Donald Trump sera inauguré, il va prendre le pouvoir, il va commencer son travail bientôt. Ah, le président doit chaud, hey. Parce que Trump, là, il est avec la Russie. Je vais vous dire quelque chose. Si vous n'en saviez pas, chers bêtes, les Américains, là, ils ne vont jamais contre leur pays. Ils ne sont pas comme nous. C'est nous, on va chercher l'ennemi pour venir nous combattre. Eux, là, ils ne sont pas comme nous. Et c'est ce niveau-là qu'on veut atteindre, au fait. Oui, c'est ce niveau-là qu'on veut atteindre. Nous sommes très en arrière sur la politique des Américains, très, très en arrière. C'est ça là même que nous, on demande à la population ivoirienne de comprendre, d'être comme les Américains, d'être un pour leur pays, de vouloir seulement le bien de leur pays. C'est chez nous là, on voit nos opposants aller chercher les gens, les autres ailleurs pour venir combattre la Côte d'Ivoire. Les Américains ne sont pas comme ça. Hein. Réveillez-vous. Si on vous blague là, les Américains ne vont jamais contre les États-Unis. Même quand tu vas te naturaliser ici, on te dit de ne jamais, de toujours sauver la tête d'un Américain s'il est en difficulté, n'importe où vous vous trouvez, avant de chercher à savoir qu'est-ce qui se passe. Oui. Vous pensez qu'ils sont bêtes comme vous? Ne vous réveillez pas, hein? Vous n'avez rien vu d'abord. Papa Ado toujours, Papa Ado est là, pion. Ok, l'éclairage, je m'arrête là, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, Papa Ado, tous ceux qui l'entourent, et que Dieu protège toutes nos forces de l'ordre, qui nous donne la sécurité et la paix. Merci là-bas. Merci l'éclairage, je m'arrête là. À demain sur TikTok, Inch'Allah. Ok, vous ne coupez pas. J'allais vous poser 2 ou 3 questions. Trump là, avant d'être président, il faisait quoi?
Alors, Oui, l'éclaireur, je suis là. je dis Trump, avant d'être politicien et président, il faisait Oui, quoi? c'était un homme d'affaires. Vous avez bien dit un homme d'affaires. Ça veut Oui, dire un oui, commerçant. oui. Aujourd'hui, la Russie vient en Afrique pourquoi? Pour venir piller. Pour venir piller, donc pour faire le commerce. Mais de la Oui. mauvaise des manières. Mhm. Bon, imaginez-vous qu'aujourd'hui, là, depuis un bon moment, nous travaillons avec les Américains et on paye des services pour nous aider. Donc Trump va venir dire, bon, je vais laisser les Russes venir prendre ce marché-là. Je prends le petit terrain de la Côte d'Ivoire seulement pour expliquer. Aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire travaille sur un partenariat économique avec les États-Unis. On a l'AGOA, on a aussi un autre programme qu'on appelle, comment on appelle ça, j'oublie le nom. Tu peux tout demander à un commerçant, mais si tu empêches le commerçant de faire du commerce, tu l'as tué. Il faut que les gens quittent dans les sentiments. Trump a dit que lui, en 24 heures, qu'il allait mettre fin à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Mais aujourd'hui, il nous parle de 6 mois. Et ce que vous ne savez pas, avant même qu'il ne vienne, depuis la 16 semaine, il dit, la Groenland, là, à cause de la Russie, là, lui veut annexer ça, même s'il faut faire ça militairement. À cause de la Russie et de la Chine. Donc vous vous trompez. Et Trump, pour ceux qui ne le savent pas, dit que les pays africains sont des shitty countries. Ça veut dire quoi? Des pays de merde. Parce que vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas vos intérêts. C'est ce qui fait que vous êtes en retard et donc vous êtes devenus des trous de merde. La Côte d'Ivoire est un pays en Afrique, mais si on doit parler des pays qui sont des trous de merde, ce sont les pays qui ont bloqué leur développement humain pour se retrouver à la préhistoire. Donc là, il est plus facile de faire le commerce dans un pays comme la Côte d'Ivoire que de faire le commerce avec un pays déstabilisé et qui est un shitty hole comme le Mali, le Burkina et le Niger. Donc si vous pensez que vos folies, vous pouvez les transformer dans la réalité, c'est de cette même manière-là, quand Gbagbo disait, depuis que quelqu'un est venu au pouvoir, je dors bien là. Donc depuis que Trump est venu au pouvoir, vous rêvez beaucoup. On est là, on vous regarde. Donc, chers mères, ne tenez même pas. Voilà, c'est le Millennium Challenge Corporation. C'est exactement le mot que je voulais. Donc, quand vous connaissez l'importance de tous ces facteurs-là, le Millennium Challenge Corporation, c'est basé sur 25 programmes qu'il faut compléter. Ça, il y a 25 exigences qu'on te demande. Donc, le monde là, les gens ne sont pas bêtes. Et quand tu regardes le contexte global aujourd'hui là, est-ce que la Côte d'Ivoire ne lutte pas dans le même sens que les intérêts américains? Eh oui. Si. Donc soyez un peu sérieux. Ah non, les Américains vont les chasser pour mettre les Russes. Et puis maintenant, eux, ils seront contents. Ça ne fait même pas sens, mais c'est de la stupidité. Bon, on les laisse comme ça, chère mère. On les laisse comme ça. Je t'assure, ils sont bêtes. Ils réfléchissent par émotion. Merci, cher frère. Bon week-end là-bas. Merci beaucoup, chère mère. C'est nous que vous souhaitons une excellente soirée et un très bon week-end. Merci. Je vous en prie. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour, chère mère. Comment allez-vous? Bonjour, éclaireur, je vais bien. Et vous? Dieu merci, tout va très bien. La famille? La famille va très bien par la grâce de Dieu et j'espère que c'est le cas pour vous. Oui, ça va, on ne se plaint pas. Dieu merci. Alhamdulillah. Okay. Oui, donc, on va vous laisser rapidement la parole. D'accord, ok. Merci beaucoup, éclaireur, de me permettre de parler encore aujourd'hui. Bonsoir et merci à tout le monde d'être là. Ok, donc c'est juste, voilà, montrer ma joie après la prise de parole de notre président. Ah, les Ivoiriens, vous avez vu comment on a la chance? Voilà, notre demande que nous avons faite, cette demande-là a été prise en compte par notre président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara. Et voilà, il a fait comme il sait très bien le faire. Voilà, il nous dit haut et fort, c'est que il nous a dit oui haut et fort
sans, voilà, voilà, en tournant un peu. En fait, il est comme une femme qui s'est fait, voilà, qui s'est fait courtiser par, voilà, par beaucoup d'hommes. Donc, voilà, il faut que, je vais dire, oui, c'est ça. Il va pas directement nous dire, voilà, mais voilà, il va tourner un peu à gauche, à droite. Mais je pense que cette fois-ci, les pseudo opposants de Côte d'Ivoire ont compris, en fait, que là, il n'y avait plus de doute. Parce que celui qui ne va pas comprendre, après cette sortie du président Ouattara, que ça sera lui notre candidat, en 2025, là, ça veut dire que cette personne ne va jamais comprendre les choses. Dieu merci. Et en plus, vous avez vu comment il était là, très en forme. Il est, voilà, c'est incroyable. Et il est par rapport à d'autres qui sont normalement plus âgés que lui, mais plus jeunes que lui, pardon. Voilà, quand vous regardez le président Ouattara, il respire la santé. Donc, il est prêt encore pour brider encore 5 ans de mandat avec tout le sérieux que nous connaissons chez lui. Donc, ça, c'est une chance pour nous. Dieu merci beaucoup de nous avoir gardé notre président en bonne santé. Et puis, cette détermination qu'il a, il va amener notre pays encore plus loin qu'il l'a fait jusqu'auparavant. Donc, nous remercions le président Ouattara, nous remercions les forces de l'ordre, nous remercions tous ceux qui travaillent auprès de lui pour l'évolution de notre pays. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci. Et à demain sur TikTok. Au revoir. Merci beaucoup, chère mère. Et pour célébrer votre joie, voilà ce que je peux trouver pour vous. J'ai la conviction que par l'engagement et le travail de toutes les forces vives de la nation, dans l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants une Côte d'Ivoire meilleure. Pour l'évolution dynamique de ce pays, pour l'harmonie et l'union des Ivoiriens, la solution idéale c'est cadeau. Tu veux pas, en tout cas c'est lui le meilleur. C'est lui le meilleur. En tout cas c'est lui le meilleur. En tout cas c'est lui le meilleur. L'évolution en avant, y a pas un meilleur bilan. Pour notre Côte d'Ivoire, y a pas un meilleur candidat. Cohésion sociale, stabilité, sécurité, en tout cas c'est lui le meilleur. Les ponts, les routes, l'eau et l'électricité, et pour la lutte contre la pauvreté. Pour une Côte d'Ivoire solidaire, une Côte d'Ivoire meilleure. C'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. C'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. C'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. J'ai donné le papier pour mes compatriotes parce que j'ai C'est lui,
c'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. C'est lui, c'est lui, c'est lui, en tout cas c'est lui le meilleur. En tout cas c'est lui le meilleur. En tout cas c'est lui le meilleur. Donc, c'est un instant avec cette note que nous souhaitions vous laisser et vous souhaiter un excellent week-end. Et vraiment, merci beaucoup. Et demain, on se retrouve sur TikTok. D'accord, merci beaucoup. On remercie aussi notre maire Fantagba pour avoir bien s'occupé de notre président. Voilà, ça se voit. Merci beaucoup à elle. C'est important de choisir la bonne partenaire et voilà, ça rejaillit sur toi après. Merci beaucoup. Allez, je vous laisse. Merci. Merci beaucoup, cher maire. Excellent week-end à vous. Allô? 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 Oui, bonsoir le conférent. Oui, bonsoir cher frère éclaireur. Et comment ça va? Oui, je vais très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? Oui, la famille se porte bien. Que Dieu fasse grâce. Amin Arabi. Ok, donc on va vous laisser rapidement la parole. Je vous remercie de me donner la parole. Je voudrais m'excuser d'abord parce que ces jours-ci, vraiment, il y a eu plusieurs indisponibilités. Non, c'est le travail, hein, cher frère. Tu n'as pas du tout à t'excuser. Voilà. Ceci étant, pour aborder la question du jour, on va parler de certaines infrastructures. Il faut dire que il y a l'autoroute nationale A3 qui part d'Abidjan vers Yamoussoukro, qui est présentement en réhabilitation totale sur une durée de 7 mois. Donc certainement jusqu'au mois d'août, les Ivoiriens et les usagers de la route vont constater que l'autoroute qui part depuis Abidjan jusqu'à Yamoussoukro sera toute nouvelle. Parce qu'il faut dire que depuis un moment, il y avait des plaintes ça et là relativement au dénivellement de la chaussée. Donc il était tout à fait nécessaire que des travaux d'entretien, de réparation et de réhabilitation se fassent. Et effectivement, c'est ce que nous constatons, le travail est en cours en ce moment. Du côté de la région du Poro, la route qui part de Porogo à Mbengue, sur un peu plus de 75 km, qui n'avait jamais été bitumée. Les travaux sont en cours en ce moment. C'est une nouvelle route ordinaire 2x1 qui sera construite et bitumée. Et je pense que dans les 3 années à venir, les Ivoiriens et les populations vont constater effectivement que cette route-là a été bitumée nouvellement. Maintenant, revenant sur le discours du président de la République, il faut couper court. Nous avons déjà dit, on ne va pas tergiverser, on va parler dans tous les sens. La réalité, elle est connue. Nous, ici, notre position est connue depuis très longtemps, nous l'avons dit. Son Excellence M. Alassane Ouattara, le président de la République, il est candidat et il sera candidat au compte du RADP et il gagnera. Alors aujourd'hui, avec tout ce qui se passe chez les voisins, est-ce qu'on va prendre le risque de vouloir changer un président pour les beaux yeux de qui, alors qu'il fait un excellent travail? C'est la sécurité et la stabilité d'abord. Tout ce que nous faisons dans le pays est possible avec la sécurité et la stabilité. À partir du moment où il y a cette sécurité et cette stabilité-là, nous ne voyons pas pourquoi il faut chercher à faire un changement pour les beaux yeux de quiconque. Donc sur cette question, nous avons tranché depuis très longtemps. Le président de la République restera et il n'y a pas matière à débat. Nous allons gagner le pouvoir. Et nous l'avons toujours dit. En Côte d'Ivoire, ici, en ce qui concerne la politique, tant que les choses ne seront pas selon la volonté du militant RDR, la vie s'arrêtera en Côte d'Ivoire.
Ah oui, hein? Le pays cessera de fonctionner tant que les choses ne seront pas selon la volonté du militant RDR. Donc pour ça, nous, on n'a pas à avoir peur. Nos cœurs ne battent pas. Depuis très longtemps, nous l'avons dit, on n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit. Dans ce pays, on sait qui est travailleur, on sait qui est capable d'aller au four et au moulin pour amener un résultat. Donc, sur cette question, on n'a vraiment pas à avoir peur. Tous ceux qui sont là, qui sautent de gauche à droite, jour et nuit, c'est leur problème. Nous disons que tant que les choses sur le terrain politique ne vont pas se faire selon nous, notre volonté, c'est-à-dire la volonté du militant RDR, le pays va s'arrêter de fonctionner. Ça, il n'y a même pas de débat pour ça. Voilà. Et sur cette question-là, on est assez clair. Celui qui pense le contraire, il peut s'aventurer. Je vous remercie. Je pense que le message, il est plus que clair. Et comme tu l'as dit, à chacun de l'apprécier comme il voudrait. Mais en tout cas, le pays sait où il va aujourd'hui. Et on ne va pas beaucoup bavarder. Mais vraiment, merci d'avoir encore été on ne peut plus clair pour que ceux qui ne voulaient pas comprendre se résignent à le faire. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas s'amuser à arrêter cette belle dynamique pour, me dit-on, faire plaisir à qui? À une bande de vauriens, d'incapables qui veut venir abuser du peuple? Non. Vous allez faire la politique autrement et de la bonne des manières d'ailleurs. Et ça vous sera imposé de gré ou de force. Vraiment, merci le concurrent. Merci infiniment pour cette belle réplique encore. On espère que ça va éduquer ceux qui ne voulaient pas comprendre. Et vraiment, on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Excellente soirée à tout le monde. Portez-vous bien et très bonne émission. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous allons là avec la dernière personne, mais qui n'est pas du tout de moindre, c'est le patriarche Martial Koulibaly. C'est avec lui que nous allons terminer. Et comme je le disais, continuons de prier pour tous ceux qui sont malades, qui ne se sentent pas bien, et si ceux qui ont perdu des êtres proches. C'est très important parce que prier pour l'autre, c'est prier pour moi-même et pour soi-même. Et continuons d'avoir une pensée positive parce que là où il y a la vie, il y a la mort. Là où il y a la santé, il y a la maladie. Et donc, continuons de prier pour tous ceux qui sont malades, et pour nous-mêmes, et aussi pour tous ceux qui sont décédés. Et donc, nous allons passer la parole au patriarche, et c'est avec lui que nous allons mettre fin au direct. Et pour ma part, je vous dis merci. Merci de nous faire confiance. Merci de nous avoir écoutés. Et demain, on sera sur TikTok. Et les autres jours, on pourra toujours être présent pour apporter le peu qu'on sait et pour surtout apprendre. Bonjour, cher doyen, comment allez-vous? Oui, Claire, bonsoir. Comment vas-tu? Je vais très bien. Vous-même? Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Okay, oui. Dieu merci. Oui, ça va. C'est un week-end, mais ça va. On n'est pas au repos pourtant. Effectivement. Que Dieu fasse grâce. Oui, merci beaucoup, c'est gentil. Donc, je vais vous laisser la parole. Vous allez vous exprimer et en même temps suivre cela avec une conclusion. D'accord, ok. Je ne vais pas être long aujourd'hui parce que je sais que tu vas aller au boulot. Merci beaucoup, encore une fois, de me donner l'opportunité de donner mon point de vue sur la plateforme. Et je remercie tous ceux qui ont parlé avant moi. Le frère Sundiata qui faut encourager dans ses recherches par rapport aux infrastructures. J'avoue, je plaisante souvent en disant que c'est notre secrétaire d'État aux infrastructures. Franchement, il fait un boulot, j'avoue que c'est incroyable. Et il y a un secret que je vais trahir, mais il avait même déposé sa candidature au fer. Hein? Ah bon? Oui, mais bon, ça n'a pas marché, mais Dieu saura pourvoir. Ah ben, c'est bien. Bon, donc c'est pour vous dire qu'on a des intellectuels de haut calibre, même si les gens pensent que... Voilà. Et vous-même, vous en êtes un aussi. Et donc, c'est pour dire que la classe, c'est pas seulement des gens qui viennent parler, mais c'est des gens, quand Sundiata parle, il parle réellement de ce qu'il connaît. Oui, c'est vrai. On sent que c'est son domaine et c'est une très bonne chose d'ailleurs. Et les rappels qu'il fait la plupart du temps sont c'est tellement intéressant que on voit qu'il se soucie beaucoup des infrastructures. C'est une très bonne chose.
Parce que de toutes les façons, sans infrastructure, on ne peut pas évoluer correctement dans un État moderne, c'est clair. Voilà, vous êtes dans les pays industrialisés, vous savez mieux que nous ce que ça procure. Voilà, tous ces investissements-là, les gens n'auraient pas fait ça si vraiment ce n'était pas utile. Bon, ceci dit, on le sait, même si certaines personnes ont dit qu'on ne mangeait pas au goudron et tout, bon, bref, on a bien vu que le goudron, ça se mange, et correctement. Voilà. Et donc, on ne peut que dire merci au gouvernement d'entretenir les routes, de continuer à les entretenir, surtout. Bon, les gens ont dit que le goudron du Prado était biodégradable, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il n'en était rien. Voilà. Et que dans tous les pays du monde, quand il pleut trop fort, les intempéries, surtout maintenant là, ça détruit les infrastructures, même routières, les ponts et tout ça. Bon, bref, je t'avais fait un vocal parlant de l'IDH. Ah, c'est pas pour revenir complètement dessus, hein. Mais bon, j'ai remarqué que sur certains panels, les militants de Chakajan, les militants d'étudiants Tiam, c'est devenu leur trompette, quoi. C'est leur boubouzela, c'est devenu leur sujet favori. Ils pensent qu'ils tiennent le bon bout, ils aiment bien parler d'IDH. Bon, vraiment, je sais qu'on ne va pas peut-être revenir complètement dessus, mais je voulais juste dire à ceux qui nous écoutent, à nos frères et sœurs qui nous écoutent, qu'en réalité, vraiment, il ne faut pas que les gens se laissent impressionner parce qu'ils racontent plus de contre-vérité qu'autre chose. Et ils prennent une facette de la chose pour présenter pour alimenter leur argumentaire sur la question. Notamment le rang. Ils aiment bien dire, oui, on est tel lien sur tel nombre de pays, alors qu'en fait, ce qui compte, c'est pas le rang qui compte, c'est plutôt le contenu. Puisqu'on sait tous que l'IDH, c'est un indice composite. Voilà, cet indice-là est composé de 3 éléments très importants qui sont l'éducation, le niveau de vie, et puis également l'éducation, le niveau de vie et surtout la santé. Voilà, donc ce sont les 3 éléments qui font. Et quand dans un pays comme la Côte d'Ivoire, on fait beaucoup d'investissements sur ces 3 aspects-là, comment on peut penser que l'IDH a reculé? Si le président Ouattara était capable de construire à lui tout seul plus de classes en Côte d'Ivoire que tous les régimes précédents, s'il a été capable de construire plus de centres de santé que tous les régimes précédents, s'il a été capable de construire plus d'universités que tous les régimes précédents, on ne peut pas avoir fait tout ça et puis ça ne va pas bonifier l'IDH. On a bien vu que quand lui-même, Tidan Tiam, il dit qu'en 99, où il était au pouvoir, l'IDH était, le niveau était de 0,450, je crois. Et quand le président Ouattara arrive, disons en 2021, on s'arrête même en 2021 parce qu'on n'a pas encore, je pense, l'IDH de 2022-2023. Mais déjà, même en s'arrêtant en 2021, on voit bien que on est à 0,550. Donc, à lui tout seul, et puis c'est pas tout. Le président Ouattara nous a fait passer d'une classe à une autre. C'est-à-dire que on est passé on est passé à la classe intermédiaire. Voilà. Alors qu'avant, tout le monde était dans la plus petite classe. On était vraiment, on va dire, pour parler comme les Ivoiriens, on faisait partie des Kwekweros. Voilà. Donc, je pense que je suis revenu dessus parce que j'ai trop entendu ça. Quand on se promène exprès, on essaie de voir la température des panels. On se rend compte que, bon, les gens aiment bien ça. Ils aiment bien monter, raconter leur vie, dire plein de choses incroyables. Mais alors qu'il n'en est rien. Voilà, donc je voulais juste faire ce petit point important pour que les militants essaient d'aller revoir la vidéo que tu as tellement bien faite sur cette question. Je pense que les gens peuvent aller revoir, ou bien si ça ne te dérange pas, si tu peux reposter, même si ce n'est pas la totalité, mais juste la partie concernant l'IDH. Bon, si tu n'as pas reposté, ce n'est pas bien grave non plus. Hein. Voilà, mais c'est juste pour que les gens puissent ne pas se laisser blouser, parce que souvent, certaines personnes oublient. Ils peuvent oublier. Quand il y a les mêmes arguments reviennent plusieurs fois, ils vont finir par croire que, en réalité, c'est peut-être que les gens d'en face là disent la vérité, alors qu'en fait, il n'en est rien. Donc, c'était vraiment important pour moi de revenir là-dessus très rapidement. Maintenant, il y a une sortie qui a été faite par Saïd Penda.
J'ai regardé la vidéo, franchement, je suis choqué quand même. Parce que je trouve que Saïd Penda, j'ai l'impression que c'est quelqu'un il est comme une girouette. C'est-à-dire, il va dans tous les sens. Et je me demande si c'était pas une vidéo commandée où il a fustigé. Bon, je ne veux pas défendre particulièrement l'Adi Chérif, hein, mais bon, dans tous les cas, c'est un communicant RHDP. Donc, mais il a fustigé de la manière la plus vraiment, on va dire, malsaine possible. Parce que tu ne peux pas fustiger l'Adi Chérif alors qu'il répondait au gore. Et ne pas faire passer de façon intellectuelle ce qu'on appelle le raisonnement dialectique. S'il y a thèse, il y a antithèse. Et puis il y a synthèse. Il ne peut pas nous présenter 2 vidéos de 2 communicants RHDP et puis dire qu'ils peuvent être menacés d'expulsion de la France. Mais Gbagbo Koné, qu'est-ce qu'on va dire de Gbagbo Koné? Quand Gbagbo Koné parle là, ce qu'il dit là, quand il montre comment on fait cocktail molotov ou jeter sur les policiers ou les autres populations, c'est quoi? Ça, c'est pas plus grave que de ces propos que l'Adi Chérif dit. Donc, je veux dire que je voudrais attirer l'attention encore une fois des militants d'une manière générale, enfin des EPV, sur le fait que quelquefois, vous savez, dans nos rangs, on est ensemble, hein, on est nombreux, on n'a pas toujours les mêmes agents, les mêmes intérêts et les mêmes agendas. Saïd Penda, souvent, il dit des choses très intéressantes. On a l'impression qu'il est du côté des RHDP. Mais il y a des fois, tu dis des choses, tu te demandes s'il est vraiment, est-ce qu'il n'est pas en train de donner le bâton pour nous battre? Et c'est là pour nous, on se demande, est-ce qu'il n'est pas au service de certaines personnes qui sont RHDP, et on l'a souvent dit, qui travaillent pas pour l'opposition, mais pour Soro Diop. Donc, qui ont intérêt, on a l'impression qu'ils veulent museler l'Adi Chérif, enfin, les certains cyberactivistes RHDP. Quand tu l'écoutes parler, il veut effrayer les gars, il les accuse de tous les noms. Aujourd'hui, c'est les militants, les cyberactivistes RHDP qui sont devenus violents. Quand les gens appellent sur TikTok qu'en 2025, ils vont tuer les Doulans, ça, lui, ça ne lui dérange pas, quoi. Ça glisse sur sa peau. Bon, c'est juste encore une observation que je voulais faire pour ce que j'ai pu observer sur ce point-là. Cher Aîné, oui? Moi aussi, j'ai suivi la vidéo et il y a beaucoup de personnes qui m'ont appelé. Et je voudrais dire que la position de Saïd Penda est très ambiguë. Pourquoi? Parce que ce que l'Adi Chérif a dit, c'est dans quel contexte ça a été dit? Il répondait à quelqu'un qui avait menacé. C'est ça même. Mais Saïd devrait prendre aussi cette vidéo-là pour dire, parce qu'on peut être contre quelqu'un, on peut aimer quelqu'un, mais il faut dire la vérité. Le frère n'a rien fait de mauvais. Et moi, je vais plus loin. Moi, je tiens des propos ici qui sont plus violents que pour l'Adi. C'est clair. Je crois que si on devrait prendre quelqu'un en exemple, c'est moi on devrait prendre. Ça, je suis sincère dans ce que je dis. Parce que moi, je leur dis, si vous faites, je répète Saïd, si les gens la sortent en couple que par anesthésie, ça veut dire on va prendre les armes contre eux. Et ce qu'il a dit là, il dit, ceux qui vont aller menacer la vie de nos parents, là, on va couper leur cœur. Voilà, c'est tout. Et ça là, quand on coupe que là, ça veut dire qu'on va les massacrer, on va les tuer. Saïd Penda, c'est ce qu'on est en train de dire. Parce que nous, nos parents là, n'ont pas été créés pour être les moutons des autres, des sacrifices. Et il faudrait que Saïd Penda, je crois que lui, il y a quelques années, lui au moins, s'était accroché par rapport à une question. Et ces sorties bizarres là, il faut qu'il les arrête. S'il cherche à plaire à certains groupuscules, c'est son problème. Mais aujourd'hui là, on ne va pas menacer nos parents, on va s'asseoir pour les regarder. Ça là, ce que l'Adi Chérif a dit là, si c'était à refaire là, il va le refaire. Et si c'était à redire là, on va le dire tous ensemble. Et puis la prison qui est dedans, on va le faire. Parce qu'il y a des gens qui font pire que ce que l'Adi Chérif fait. Quand on insulte la maman du président, quand on traite le président Alassane de vieux bandits, de vieux brigands, ça ne les choque pas. Cette même France-là, si Saïd Penda a décidé de se mettre du côté de la France, c'est son problème. Mais nous là, Saïd Penda rappelle qu'en Côte d'Ivoire, on n'a qu'une seule Côte d'Ivoire. Mais lui, Saïd n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Ouais. Si la Côte d'Ivoire brûle là, lui, il peut aller au Cameroun. Mais l'Adi Chérif a son village qui est en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai mon village qui est en Côte d'Ivoire. Je ne défends pas l'Adi Chérif parce que ça nous touche, nous tous. C'est une manière de nous museler et de nous faire taire. On ne se taira pas. Les gens tiennent des propos de haine, on va venir leur mettre ça de la manière la plus crue. Parce que quand l'opposition dit, quand Simone dit on va brûler le pays va brûler. Quand Afi dit on a payé les machettes, il faut limer, ça veut dire quoi?
L'Haji Cherif n'est pas un officiel du RHDP, c'est un simple militant, c'est un simple individu qui prend des risques pour mettre sa vie en danger et pour dire je ne veux pas cela. Mais quand les officiels du FPI, RHDP, comment on appelle, FPIP et COGEP tiennent des propos, les quoi Justin tiennent des propos pour dire que ce pays-là, on sait comment on va faire pour brûler ce pays ensemble. Pourquoi ils ne les voient pas? Et donc, ce discours pour intimider les gens, il faut que ça cesse. Ça ne passera pas. Là où les opposants veulent qu'on aille, là, si c'est dans la guerre qu'ils veulent qu'on aille, on ira dans la guerre. Et ce n'est pas ce qui nous inquiète. Et ce discours-là, nous allons le tenir, quel que soit le prix que ça va coûter. Parce qu'en 2020, le président même a tenu le même discours. Il a tenu le même discours le 9 janvier 2025 devant le corps diplomatique. Que ce qui s'est passé en 2020 n'est pas comme 2025, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chienlit, on va la mater radicalement. Si Saïd n'est pas content, là, il peut rendre la nationalité ivoirienne qu'il a obtenue par naturalisation et retourner à Bamenda. Mais nous, là, notre pays, là, c'est la Côte d'Ivoire. Et donc, il faut que Saïd arrête ce genre de jeu. Ce n'est pas sérieux. Parce que hier, quand je suis quitté au boulot, j'ai écouté, j'ai dit, mais de quoi est-ce qu'il est en train de parler? Ce qu'il dit n'a aucun sens. Et donc, ça, c'était ma position. Pour ceux qui voudraient me demander, c'est ce que je pense et que j'ai dit. Et puis, éclairer même pour ajouter à ce que tu dis, quand les officiels du PPAC disent quoi? Si on n'inscrit pas le nom de Gbagbo sur la liste, on va brûler la Côte d'Ivoire. Ils ont dit ça plusieurs fois. Celui qui a déchiré les papiers, là, j'ai oublié son nom, là, Tamana Picasso, il a dit ça dans plusieurs meetings. Saïd Penda n'est pas sorti pour dire que c'est pas normal. Donc, vraiment, bon, c'était vraiment l'observation que moi également je voulais faire sur lui. Je voulais profiter et partir de là pour faire une transition immédiatement sur un autre sujet que j'ai vu ce matin, mais j'ai même intervenu sur le panel. Il y a un jeune je t'ai envoyé une capture, mais j'ai enregistré, je vais t'envoyer, après tu vas écouter certains morceaux, c'est très intéressant. Le jeune homme, il s'appelle, bon j'ai oublié son nom là, c'est pas grave, il a fait un panel, ça fait une semaine sur le panel. Et hier, moi je suis tombé dessus, et j'ai eu la chance, quelqu'un a posé la question de savoir pourquoi il fait ce panel-là. Le panel, c'est quoi? Il parle de l'origine des PT. Excusez-moi, je ne suis pas en train de chercher à parler du tribalisme ou quoi que ce soit. Il parle dans son panel de l'origine des PT, mais pas de façon, on va dire, c'est avec des références. C'est vraiment, il y a deux jeunes qui sont montés, deux messieurs qui sont montés. Je pense qu'ils doivent être, soit ils ont fait des recherches, soit ils sont historiens. Ils maîtrisent le sujet avec des références bibliographiques. Et ils te parlent des origines des petits, comment ils sont arrivés ainsi de suite jusqu'à la fin. Mais on lui a demandé, quelqu'un lui a demandé, pourquoi tu fais ce panel-là? Il dit non, lui il a remarqué quelque chose. Quand il se promène sur TikTok, sur tous les panels où il passe, tous ceux qui aiment parler de tribalisme, à traiter les nordistes d'étrangers, il a remarqué les noms là, ce sont que généralement les 80 à 90% sont des BD. En tout cas, les noms que lui il a vus, ce sont des BD. Il a eu même des clashs avec certains. Donc il s'est dit, bon, comme ils aiment traiter les gens d'étrangers là, on va aller voir, fouiller, pour voir quelles sont leurs origines. Et il applique ta méthode. Quand ils finissent de parler là, il dit, s'il y a quelqu'un qui est en bas, qui pense qu'il connaît les origines des petits, il n'a qu'à monter, il va venir défendre. Et puis il laisse monter les gens. Mais il fait exactement comme les IPP. Quand tu montes et tu commences à dire des conneries, ah non, hein, il ne te laisse pas continuer, tu ramasses correctement. Et ce matin, il a ramassé un monsieur que j'ai suivi. Mais je veux dire que moi, je suis monté, je l'ai félicité, je lui ai dit, bon, le problème c'est quoi? Ceux qui ne comprennent pas vont venir dire non, tu es en train de faire le tribalisme. Mais pendant plus de 30 ans, les nordistes ont été victimes de délits de faciès, délits de patronyme, ainsi de suite. Laurent Gbagbo lui-même allait jusqu'à dire que si un policier arrête un Koulibaly ou un Koné, c'est normal, puisqu'on ne sait même pas s'il est d'origine ivoirienne ou s'il n'est pas ivoirien. Alors que le gars a les pièces ivoiriennes. Et quelqu'un a rappelé ça sur ce panel-là. Donc lui, il a encore répété, il dit, moi, j'ai décidé de parler des origines des PT, mais pas en tant que politicien. Je parle de ça sur le plan scientifique. Et si, après, on va attaquer les origines des Akans. Ainsi de suite, on va aller aussi sur les origines des gens, des nordistes, des xénophobes, tout ça. Parce que on a compris que dans ce pays-là, ça dit le mensonge, là, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il y a même un livre qui avait été... On atteint le temps limite. D'accord, ok, je conclue.
juste avec Mais demain, on pourra approfondir sur TikTok. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Donc, voilà un peu ce que je voulais signaler aux uns et aux autres pour dire que peut-être que vous allez tomber sur ce TikTok-là. Vous pouvez le suivre si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous pouvez dépasser. Mais je pense que c'est une façon de rétablir aussi la vérité de façon, on va dire, scientifique, sans tomber dans les considérations d'autres politiques. Parce que de toute façon, le plus important, ce n'est pas de parler des origines des gens, mais peut-être que certaines personnes comprendront qu'il y a des propos là, quand on tient jusqu'à un certain niveau, ça peut faire mal. Et c'est pour cette raison-là que lui, il est en train de faire ces panels-là. Donc, bon, éclairé, donc je vais m'arrêter là. Et puis, je peux conclure, c'est ça? Oui, effectivement. D'accord. Donc, je voudrais dire merci à tout le monde, comme d'habitude, hein, à tous ceux qui participent, qui interviennent sur la plateforme, tous ceux qui se connectent pour écouter. À toi-même, éclairé, on va toujours continuer à te dire merci et vraiment souhaiter que la plateforme puisse continuer à avoir la baraka nécessaire pour avancer dans ce travail très difficile de dire et de rétablir la vérité à chaque fois sur les questions liées à la nation ivoirienne et faire la promotion de la Côte d'Ivoire, et faire la promotion du vivre ensemble, et de faire la promotion du Prado. Donc, on est très content de ces derniers propos et on souhaite que Dieu nous donne la force, effectivement, et l'inspiration nécessaire pour se présenter, effectivement, de pouvoir continuer ce travail gigantesque qu'il a abattu depuis 14 ans, qu'il puisse aller jusqu'en 2030, mais surtout qu'il puisse avoir l'inspiration de nous trouver un bon successeur qui puisse faire au moins 50 à 70 ou 80% de ce que lui, il a déjà fait. Donc, vraiment, longue vie et bonne santé à tout le monde. Excellente année encore 2025. On est encore en janvier, on peut continuer toujours à faire des vœux des meilleurs vœux pour 2025. Merci à tout le monde et à demain, Inch'Allah. Merci beaucoup, cher Aîné. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et que la grâce de Dieu demeure en nous. Excellente soirée à vous, ainsi qu'à toute la famille.